Chers auditeurs et téléspectateurs des programmes de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse du Studio Kalangu de ce vendredi 21 mai 2021. L'émission qui vous propose des analyses sur des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse. Au menu du rendez-vous de ce soir, nous discuterons tout d'abord de cette recrudescence des attaques terroristes dans la région de Tillabéri qui continue à occasionner des déplacés dans cette région. Ensuite, nous parlerons de cette attaque vaillamment repoussée par des militaires nigériens le lundi 17 mai dernier près de Bosso dans la région de Difa. Au moins 35 éléments présumés de Boko Haram ont été tués. Enfin, nous terminerons avec ce sommet de Paris sur le financement des économies africaines tenu le mardi 18 mai dernier à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Une rencontre visant à aider les pays africains à renforcer leurs économies menacées par l'asphyxie financière mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19. Pour discuter de tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Hussein Issa, journaliste indépendant, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Maïmoune Diado, journaliste indépendante également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Une fois de plus, bonsoir. Si vous venez de nous rejoindre dans ce numéro du Forum de la presse de Studio Kalangu que nous débutons par cette recrudescence des attaques terroristes dans la commune d'Anzourou, région de Tillabéri, où plusieurs villages ont été pris pour cible le 9 mai dernier par des terroristes. Des individus armés venus sur des motos y avaient en effet tué 20 civils, notamment dans les villages de Gadobo, Kouarzeno, Ziban et Ziban Tagui, avaient annoncé les autorités locales. Il est à rappeler que ces individus armés non encore identifiés avaient également eu à piller les biens des populations victimes de ces attaques en brûlant des greniers et en emportant notamment du bétail avant de se diriger vers le nord. C'est donc cette triste situation dans l'Anzourou qui a entraîné le départ d'un nombre important de ménages vers d'autres localités du pays, principalement à Tillabéri. Selon le dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, paru il y a quelques jours, 11 000 personnes, soit 1624 ménages, ont trouvé refuge du 14 au 15 mai dans la ville de Tillabéri, dans la localité de Namorigungu et la commune rurale de Sakwara. Ce rapport précise à la date de sa publication que les déplacements se poursuivent et que des déplacés se dirigent même vers Niamey. Quelles sont les dernières nouvelles par rapport à cette situation, Hussein Issa? J'ai été personnellement dimanche sur le terrain. Dimanche dernier, j'étais sur le terrain à Tillabéri, bien évidemment. J'ai discuté avec les populations, y compris le chef de canton, on a échangé. Quand il m'a expliqué la situation, il m'a expliqué ce qui prévaut comme situation. Il m'a dit, bon, on ne peut plus retenir personne. On est venu dans un premier temps, on commence par te demander de payer des taxes sur tes animaux. En fin de compte, ils ont compris que ça ne marche pas parce que les gens payent. Ils sont revenus, ils disent, donc, karma, c'est les animaux qu'il faut emporter. Ils ont apporté les animaux. Maintenant, ils viennent, ils donnent karma des ultimatums pour dire, si on vous retrouve la prochaine fois ici, on va finir avec vous. C'est ça qui a déclenché la fuite. Personne ne voulait rester parce que vous n'avez qu'une seule vie. La situation est très critique là-bas. Il ne faut pas se perdre la face. Et je dis, c'est parce qu'on a laissé le pourrissement se développer. Si on en est là. Si on en est là, parce que les populations ont résisté, hein. Ils ont résisté, ils ont tout fait. Mais ils sont désarmés face à ces gens. Il y a des populations qui m'ont témoigné karma, ces jeunes gens qui viennent en moto là. Tout simplement, ils ne peuvent pas les affronter parce qu'ils ont des armes. Mais sinon, c'est comme ça physiquement là. Ils peuvent prendre deux pour les concasser. Mais ils peuvent rire.
Mais ces gens-là, ils viennent d'où en réalité au CNSA? Ils sont partout. En réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les Iban, les Gadabo, tout ça, c'est à environ 40 km de Tillabéri. Quand est-ce que quelqu'un va quitter de l'autre côté pour venir? Moi, je dis quelque part, c'est-à-dire ça s'est développé un peu partout. C'est des gens qui sont là, qui décident d'aller attaquer, qui ont pris goût. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Quand des gens vous disent qu'ils viennent rançonner les populations, quand des gens vous disent, ils viennent, ils disent, bon, on sait tout ce qui se passe. On sait même qui donne les informations, qui collabore, tout cela. On vous menace comme ça. Mais les gens sont obligés. Qu'on dise qu'ils viennent. Mais moi, je vais du principe. Moi, j'ai été jusqu'à Bankilari. De Bankilari à pied, moi, j'ai même franchi la frontière malienne. Parce que c'est pratiquement un poste où tu peux facilement traverser jusqu'à ce qu'on me dise, il revient par là. C'est un territoire malien. Alors, quand c'est un peu plus loin, à côté de Tillabéri, Karma, et que des choses comme ça parviennent à se dérouler, et que ces gens parviennent à fuir, c'est ça qui a provoqué ce départ massif des populations. Et moi, je les comprends. Si tu as perdu tous tes biens, il reste que ta vie. Mais alors, il y a lieu de se sauver. Ah mais alors, tu vas chercher quoi? Tu n'as plus rien. Même si tu restes sur place, on a brûlé tes greniers, on a brûlé tout ce qui t'a comme moi. On a arraché tout ce que tu as. On a violé des filles, des femmes et tout et tout. Mais les gens vont faire quoi? C'est ça. Parce que les gens ont observé. Ça s'est développé progressivement. Souvent, il y a des attaques qu'on ne disait même pas. Et c'est ça l'aboutissement de tout ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, tout le monde se déplace, tout le monde accourt pour aller voir comment ils vivent. Moi, j'ai été voir. C'était des arbustes, des arbres rabougris. Il fait tellement chaud que... Presque 12 000 personnes. 12 000 personnes. Bon, non, ils ne font pas 12 000 à l'intérieur de l'arène traditionnelle. Mais non, c'est-à-dire les personnes déplacées, leur nombre. Oui, dans un premier temps, quand ils sont arrivés à Tillabéri, c'était au niveau de la tribune qu'ils sont allés. On les a négociés pour leur dire non, il faut aller vous installer au niveau de l'arène. On les a négociés pour leur dire non, vous ne pouvez pas rester parce que l'arène, c'est sur la route et tout et tout. C'est ça, ils sont allés. Mais quand on voit un peu la détresse de ces gens, on se pose des questions. Personne n'a envie de quitter chez lui de gaieté de cœur. Il faut se le dire. Même si je vis en rayon, je n'ai pas grand-chose à manger, personne n'a envie de quitter son domicile où au moins tu sais que tu as l'ombre, tu peux aménager l'ombre où tu peux te reposer pour venir t'abriter sous à l'air libre. Imaginez aujourd'hui, quand tu vas pleuvoir, ils vont faire quoi? Où est-ce qu'ils peuvent s'abriter? Quand j'ai discuté avec des notables de la région de Tillabéri, ils me disent, bon, ils peuvent quoi? Merci, Hussein Issa. Maïmoun Diado, comment en est-on arrivé là? Cette situation déplorable que nous constatons avec ces déplacés qui sont actuellement dans la ville de Tillabéri, à Sakwara, mais également, on l'a dit, à Namorigungu. Oui, Michel, je ne peux que peut-être augmenter un tout petit peu sur ce que Hussein vient de dire. Parce que sur ce même plateau, je pense qu'on avait attiré l'attention de nos autorités par rapport justement à ces conséquences-là. Parce qu'il fallait prévoir ça. Des villages qui sont abandonnés, totalement abandonnés, qui n'ont pas de sécurité sûre pour pouvoir vaquer à leurs occupations, pour pouvoir espérer un lendemain meilleur, et qui sont sous l'emprise de cette guerre, de ces djihadistes, ne peuvent que quitter leur village pour se réfugier, trouver un endroit où ils pensent qu'il y a plus de sécurité. Qu'est-ce qui les a amenés à Tillabéri? Parce qu'ils pensent qu'à Tillabéri, dans la commune urbaine de Tillabéri, ils sont en sécurité par rapport à leur village. Et comme il l'a dit Ousseini, qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Justement, on a vu qu'ils sont contraints, ils sont obligés de quitter. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire qui n'a pas été fait, qui a fait que on avait bien précisé, on avait bien dit ici qu'il fallait sécuriser. Qu'il y a des villages environnants, des villages qui sont sur la bande de la frontière avec le Mali, qu'il fallait renforcer la sécurité de ces populations-là. Donc ça n'a pas été fait. Et ensuite, il n'y a pas eu la collaboration parce que jusque-là, les populations sont réticentes quant à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'ennemi est parmi nous.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi est à l'interne. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à tout bout de champ, qu'il y ait des attaques sporadiques et à moto. Donc, ils sont informés. Ces djihadistes sont informés. Ils sont informés par qui? Ils sont informés par les mêmes populations. Donc, tant qu'on ne fait pas, on ne prend pas l'initiative ou bien on ne prend pas la situation en main de découvrir qui sont d'abord les vrais informateurs de ces djihadistes, ça ne pourra que continuer ainsi. Donc, ça veut dire quoi? J'avais également énuméré ici et j'avais dit ici qu'on ne peut pas dire que 100 motos qui se déplacent et qui viennent juste pour attaquer et repartir comme ça. Personne ne sait là où sont cachées ces motos. Mais ça, ils ne sont pas loin. Ces motos ne sont pas venus, ils sont pas venus de très loin. Et ils ne sont pas repartis de très loin. Ça veut dire que tout simplement, ils sont toujours dans la zone et ils sont cachés par d'autres populations. Moi, je me dis, c'est ce que je pensais. C'est mon avis, c'est ce que je vois. Mais maintenant, vous avez entendu comme moi qu'il y a les populations qui ont catégoriquement dit au gouverneur qu'ils ne vont pas retourner au niveau donc, de leur village. Parce qu'ils pensent qu'à chaque fois, quand on vient, on tue les parents, les FDS poursuivent ces djihadistes. On revient, on dit qu'il y a eu tel mort, il y a eu tel mort, il n'y a pas de preuves. Ils disent que tant qu'ils ne verront pas les preuves, ils ne pourront pas retourner. Ça veut dire qu'il faut des preuves palpables pour les convaincre de retourner, qu'il y a la sécurité. Donc, bon, c'est vraiment, il faut s'attendre à d'autres vagues également de déplacés. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que dans ton propre pays, tu deviens un fugitif. C'est ça qui fait mal. Et il faut également regarder la condition aujourd'hui de ces femmes et de ces enfants. Moi, c'est surtout cette condition de ces enfants surtout qui m'a vraiment choquée. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des enfants qui sont en pleine année scolaire et qui perdent cette année scolaire comme ça. Et regardez dans quelle situation sont ces familles-là. Ils n'ont pas même assez la nourriture pour manger, pour survivre. La dignité, n'en parlons même pas. Parce que quand tu quittes ton village, quand tu quittes là où tu peux être à l'aise et tu te retrouves à l'air libre comme ça, aux yeux de tout le monde, mais c'est pas bon. Ce que nous voulons, c'est que l'État essaie de voir, les autorités qu'ils essayent de voir comment est-ce qu'il faut faire pour ramener cette sécurité-là à côté de cette population pour que ces populations puissent rejoindre très rapidement leurs emplacements. Et parce que tout simplement, c'est pas une très bonne chose en tout cas qu'on laisse cette zone-là, que ces populations quittent pour laisser cette zone-là. Parce que si tu te rappelles très bien... C'est ça d'ailleurs le souci de l'État, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un territoire du pays soit abandonné et laissé aux terroristes. Parce que ça n'a pas de sens. En fait, quand tu regardes, c'est ce que les terroristes veulent. C'est faire déplacer ces populations pour avoir une on vous a bien compris. On vous a bien compris. Gary Amadou, juste compléter, en quelques secondes, ça va encore développer ce que Gary va dire. Ce que le chef de canton a dit personnellement. Quel chef de canton de Sakwara? Le chef de Anzou, de Lanzhou, où tout le monde est parti. Il a dit, voilà la situation telle qu'elle se présente. Ils viennent, ils font les patrouilles. Une semaine, 3 jours, 4 jours, ils sont déjà informés qu'il y a la patrouille. Ils se taisent. Maintenant, dès que la patrouille s'est retirée, ils sont au courant qu'ils sont partis. Des populations de la zone m'ont dit, ils ont même des drones. Les terroristes. Qui viennent circuler, qui viennent survoler, et qui... Parce que quand les femmes voient ça, elles s'enfuient. Parce que ça ressemble à la libellule là, qui fait du bruit. Ça descend jusqu'à un peu en bas, tu vois. Quelque temps après, les voilà qui viennent, qui a marché. Maintenant, la seule solution, selon lui, c'est de créer la situation, de créer une position militaire, des positions militaires permanentes, ça va être difficile, qui vont être là, en permanence. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas la collaboration, quand tu dis que pratiquement tous les chefs de village sont partis, parce que tout simplement, c'est eux les premiers responsables qui doivent informer. Quand ils aperçoivent des dangers et tout, ils sont tous partis. Les populations aussi sont dans cette situation. Ils sont informés à tout instant. C'est donc une situation très préoccupante. C'est une situation très préoccupante. Ça fait que c'est la zone, ils veulent... Parce que quand ils sont allés jusqu'à dire aux gens quitter, on vous donne un ultimatum de 3 jours pour quitter.
Si vous restez... C'est une menace à l'intégrité du territoire national. Voilà. Merci Oui, mais beaucoup. alors... Certains de ces déplacés de Lanzourou qui ont fui justement ces attaques, des hommes armés non identifiés, ont indiqué qu'ils n'entendent pas justement retourner dans leur localité, malgré le souhait des autorités récemment réaffirmé à l'occasion de la visite du ministre en charge de la Défense nationale et de son homologue de l'Intérieur dans leur localité d'accueil. C'était le mardi 18 mai dernier. La délégation des autorités qui était au chevet de ces déplacés avait annoncé qu'Anzourou est désormais sécurisé et que les déplacés peuvent regagner leur localité respective à partir du mercredi 19 mai dernier. Gary Amadou, peut-on dire que toutes les dispositions ou toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour un retour effectif sur cette terre de l'Anzourou? En tout cas, j'ai cru comprendre à travers les propos du ministre de l'Intérieur que des dispositions sont prises. Je crois que les erreurs du passé ont été, en tout cas, prises en compte pour que les situations comme ça ne puissent plus se répéter. Je crois que le ministre de l'Intérieur a assuré que non seulement les militaires vont accompagner les gens, mais les militaires vont rester dans la zone. Est-ce que vous comprenez? Les militaires vont rester au niveau des villages et tout. C'est-à-dire que c'est une présence permanente. Je pense que ce sont des gages qui peuvent permettre aux gens de retourner. Mais je pense que les gens aussi vont attendre un peu pour voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, selon ce que les ONG ont rappelé, que la convention de Kampala n'oblige pas quelqu'un à partir là où il ne veut pas. C'est-à-dire que ce sont des départs volontaires en réalité, des retours volontaires. Surtout que c'est des citoyens nigériens sur le territoire nigérien. Voilà. L'État même n'obligera pas les gens à retourner, mais tout ce que l'État peut faire, c'est créer les conditions pour que les gens... Il y en a déjà qui sont prêts à retourner, qui sont rassurés, c'est ça qu'il faut dire, qui sont rassurés par la présence permanente des militaires dans les villages, etc. Maintenant, il y a d'autres qui disent que pour le moment, eux, ils préfèrent attendre de voir ce qui va se passer après. Et ça aussi, c'est une réaction normale. Mais je pense que l'État a compris qu'il faut nécessairement que les forces de défense et de sécurité puissent avoir le contrôle du territoire de la région de Tillabéri. Aujourd'hui, il y a un grand banditisme qui travaille main dans la main avec les terroristes. On ne sait même plus cette attaque-là. Quand une attaque a lieu, c'est les terroristes ou bien c'est les bandits? On ne sait plus. Parce que ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'au niveau, par exemple, de la région de Maradi, au niveau de Madaropa, le bétail volé, n'est-ce pas, est remis à des opérateurs économiques qui vont dans les marchés pour les vendre. Et ils ramènent l'argent aux bandits. Est-ce que vous comprenez? Il y a un circuit. Et un des combattants de Boko Haram qu'on avait arrêté de la région de Dipa a dit que, oui, dans leur commandement, il y a leur chef et il y a des éléments de Boko Haram aussi qui sont parmi eux. Donc il y a une connivence entre les groupes terroristes et les bandits, même dans la région de Tillabéri. Donc, l'État a l'obligation aujourd'hui. La région de Tillabéri est très stratégique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et il ne faut plus, comme Hussein a l'habitude de le dire, il ne faut plus que les terroristes puissent venir commettre leur forfait et retourner tranquillement. Et pour que cette guerre-là, on puisse la gagner, Michel, il faut forcément que les moyens aériens soient en tout cas mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Et il faut que ça soit utilisé, ces moyens, naturellement, comme vous avez à l'expliquer. Mais par rapport au retour demandé par les autorités dans les localités de l'Anzourou, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de risque que ces populations retournent en tout cas, l'État a donné dans l'Anzourou? L'État a donné, je suis le ministre de l'Intérieur, l'État a pris des dispositions, en tout cas apparemment, pour que la situation soit gérée. Je vous dis que c'est des présences permanentes de militaires maintenant. Ce n'est plus les patrouilles, on vient, on fait 2 jours, on quitte. Non. Les militaires seront là pour que les populations puissent se sentir tranquilles. Est-ce que vous comprenez? Mais je pense que c'est ceux qui craignent, qui disent que non, eux, ils attendent de voir pour être rassurés, c'est des attitudes tout à fait normales. Mais d'ores et déjà, des habitants d'Anzourou ont décidé de suivre les militaires pour retourner, rassurés du fait que les militaires vont rester avec eux. Et je pense que ça peut... Mais de manière générale, Michel, c'est que toute la bande, tous les villages qui sont frontaliers du Mali, là, qui sont dans la bande, là, méritent d'être sécurisés. Et on doit empêcher, même si on peut pas empêcher l'incursion des terroristes, on doit empêcher qu'ils puissent retourner sains et saufs au sein de leur tanière. Merci beaucoup. Voilà. Passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de cette attaque vaillamment repoussée par le poste militaire de reconnaissance de Bosso le lundi 17 mai dernier, au cours de laquelle 30 éléments présumés de Boko Haram ont été neutralisés
près de Bosso, dans la région de Difa. Le communiqué du ministre en charge de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, en date du 18 mai 2021, fait état de plusieurs terroristes neutralisés côté ennemi et 6 blessés côté ami. Joint au téléphone par le studio Kalangu, le porte-parole du secteur 4 de la force multinationale mixte a précisé qu'il s'agit de 35 éléments présumés de Boko Haram qui ont été tués. Suivant le bilan de cette incursion avec le capitaine Oumar Hamani, porte-parole du secteur 4 de la force multinationale mixte de Bosso. Des éléments terroristes présumés de Boko Haram à bord d'une dizaine de véhicules et lourdement armés ont attaqué le poste militaire du secteur 4 de la force multinationale mixte de Bosso. Les soldats de cette position se sont bravement battus et ont obligé les assaillants à prendre la fuite. La bonne coordination entre les forces terrestres et aériennes a permis de mener des frappes aériennes sur l'ennemi lors de sa fuite. Le bilan provisoire s'établit comme suit. Côté ami, 6 blessés, tous en état stable. Côté ennemi, 35 morts dont un caïd ou commandant. Un véhicule Hilux armé récupéré. Plusieurs armes individuelles et munitions récupérées également. Ousseinissa, quelle analyse par rapport à cette attaque repoussée ayant causé de lourdes pertes à l'ennemi? Oui, l'ennemi plus lourd de pertes, oui. Ce que je veux dire, moi, personnellement, parce que pour pouvoir, c'est lors de la poursuite que ces gens-là ont été tués, la plupart d'entre eux. Au départ, c'était 2 seulement qui avaient été abattus au moment de l'attaque. C'est quand il y a eu l'intervention de la force aérienne nigérienne, et puis bon, on parle de force nigérienne aussi, de force aérienne nigérienne, qui a eu ce bilan-là. Mais moi, je veux dire quelque part, partout ailleurs, moi j'ai dit, il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut mettre fin à ça, il faut déployer les moyens aériens. Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été même dit d'ailleurs. Il n'y en a pas. Ça dit, venez dire, on va mettre des militaires. La preuve, ils sont allés attaquer un poste militaire, une position militaire. Ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire, mais c'est quand les forces aériennes ont décollé, c'est ça, ils les ont poursuivis parce qu'on te voit au sol et on te bombarde. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Tant qu'on n'aurait pas fait ça, moi je dis, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas de manière spontanée ou périodique qu'il faut. Il faut le faire de manière permanente. Et je vous le jure, ça va finir. Ça va finir parce que tu ne peux pas venir en moto ou en véhicule. Le temps que tu arrives, tu te retraches, avant de faire 10 km, l'aviation est déjà là. On te bombarde sérieusement. On te bombarde. Et demain, quand il n'y a plus personne parmi les assaillants pour aller faire le compte rendu là. Mais quand on va dire à d'autres, il faut aller, ils vont se poser la question. Moi, je vais aller me dire. C'est la seule solution. Partout où les guerres se gagnent souvent, et surtout dans nos pays du Sahel, c'est que il faut les moyens. Il faut les moyens aériens. Et il faut aussi communiquer, parce que le plus souvent, ça fait défaut. Il y a une attaque, il faut mettre 48 heures pendant qu'eux, ils sont allés même à une phase supérieure où ils communiquent même à travers des trucs de WhatsApp où ils filment les scènes de crime qu'ils commettent pour balancer. Pendant que l'État, on reste frileux, on veut montrer que non, c'est sensible. On ne doit pas parler de ça. Non, il faut parler. Personne ne va dans l'armée. Les gens vont dans l'armée pour y venir en vie. Ce n'est pas parce que tu es dans l'armée, mais il faut créer les conditions pour que les gens soient rassurés. On a d'ailleurs vu sur les réseaux sociaux que quand l'État ne communique pas, il y a des gens qui propagent des fausses nouvelles. Qui propagent des fausses nouvelles et qui créent des ennuis, qui créent des dégâts collatéraux. On est en train de voir ça même dans cette histoire de Côte d'Ivoire, machin, tout ça. Parce que tout simplement, jusqu'ici, je n'ai pas entendu une quelconque communication de la part de l'État par rapport à cette situation déplorable-là. Dans cette guerre qu'on est en train de mener, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Il faut que l'État change de paradigme. Il faut que la communication, il faut créer les conditions pour que les citoyens soient au courant. Parce qu'on ne peut pas cacher les choses comme ça dans tous les cas. On ne peut pas les cacher pour que les gens soient informés en temps réel. Quand les gens sont informés en temps réel, ils sont plus rassurés. Mais quand les gens ne sont pas informés, c'est de bouche à oreille, ou c'est WhatsApp, ou c'est les réseaux sociaux qui te disent. Il faut donc une bonne stratégie de communication au niveau même de l'armée. La guerre se gagne de deux manières.
C'est sur le plan avec les moyens aériens et sur la communication. Quand les gens ne peuvent pas comprendre que c'est les deux aspects qui peuvent te permettre de gagner une guerre, ce que tu es perdu d'avance, perdu, quoi. Maïmoun Diado, cette prouesse enregistrée, il faut quel d'abord... commentaire par rapport à ça? Il faut d'abord féliciter ces forces de défense et de sécurité, que ce soit les forces de défense et de sécurité de la zone de Difa et de Tillabéri, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est des forces de défense qui sont en train de lutter contre le terrorisme. Donc, j'ai comme l'impression, Michel, que les forces de défense et de sécurité qui sont positionnées au niveau de vers Bosso, Difa, contrôlent mieux cette zone du Difa, en fait, plus que ceux qui se retrouvent au niveau de Tillabéri. Donc, c'est ça, en fait, la différence. Ici, il y a la force aérienne qui intervient à chaque fois, quand il y a des attaques. Mais à Tillabéri, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas vraiment cette force aérienne aux côtés des forces de défense et de sécurité. C'est ça aussi. Donc cette prouesse, ce qui est à la base, c'est les moyens, vous soutenez. C'est les moyens, on soutient que c'est les moyens aériens. Il faut donc laisser vraiment ajouter à ce que nous avons déjà, ces forces aériennes pour pouvoir neutraliser l'ennemi. Donc, comme l'a dit Hussein aussi, c'est vraiment une guerre de communication. Quand on veut gagner une guerre, il faut également la communication. Plus de stratégie et plus de communication. Donc, s'il n'y a pas ces deux-là, vraiment, c'est perdu d'avance. Mais maintenant, la même stratégie employée au niveau de DIFA par nos forces de défense et de sécurité, cette même stratégie peut être un peu adoptée au niveau de Tillabéri. Peut-être ça peut soulager, ça peut faire en sorte qu'il y ait une régression de ces attaques au niveau de Tillabéri. Donc, moi, vraiment, c'est ce que j'ai à dire. C'est que vraiment, il faut féliciter ces forces de défense et de sécurité, tout en leur disant d'être aux aguets, parce qu'une victoire, c'est pas... on dit que tous les jours n'est pas dimanche, donc chaque jour n'est pas dimanche, mais nous pensons que tous les jours, il faut que ces forces de défense et de sécurité mettent dans leur tête qu'il faut sécuriser ces populations. Et en sécurisant ces populations, ils se sécurisent eux-mêmes. Donc, ça veut dire que vraiment, on attend plus de ces forces de défense et de sécurité et on attend également plus de la collaboration de cette population. Gary Amadou, peut-on espérer qu'avec cet élan, on peut aboutir à un anéantissement total de cette nébuleuse de Boko Haram dans la région de Difa? En tout cas, Boko Haram est en train de subir des coups, en tout cas terribles, au niveau de la zone de Difa et même en territoire nigérien, parce que la dernière information qu'on a, c'est qu'il y a eu des combats entre les combattants de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est la branche de Boko Haram qui est affiliée à l'État islamique, et les combattants de Aboubakar Shekau. Et selon les dernières informations, il serait grièvement blessé parce que, encerclé par les éléments de l'État islamique, il a tenté de se suicider, n'est-ce pas? Et il est dans un état critique. On ne sait pas s'il est mort ou s'il n'est pas. Donc, c'est la situation, comme l'a dit Memouna, au niveau de Difa, en tout cas de l'île de la Tchad, est apparemment bien gérée. Mais au niveau de Tillabéri, il y a un problème. Parce que vous savez, il y a plusieurs missions militaires, en tout cas opérations militaires. Il y a l'opération Dongo, l'opération Al-Bahaou, il y a Takuba. Le problème de ces opérations militaires, c'est qu'elles ne sont pas adaptées au contexte militaire de lutte contre le terrorisme actuel dans la région de Tillabéri. Parce que vous avez des gens qui viennent à moto, qui frappent, et ils attaquent une localité. Maintenant, on appelle les renforts. Les renforts, il faut mettre le carburant dans les véhicules. Maintenant, il faut mettre 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps pour arriver sur le lieu. C'est complètement, excusez-moi du terme, mais c'est ridicule ça. Ça, c'est pas de la guerre ça. C'est-à-dire que les terroristes connaissent à l'avance le temps que le renfort va mettre pour venir, tranquillement. Et tenez-vous bien, ils emportent du bétail. C'est pas qu'ils mettent des bétails dans le véhicule. Hein. Ah non, ils font comme les leveurs. C'est-à-dire que le bétail est devant, on le pousse. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces situations comme ça, c'est-à-dire, il faut qu'on sorte du schéma de la guerre où dès qu'on dit qu'il y a une attaque, on met du... Non. Les avions, les hélicos décollent. C'est comme ça. Les troupes au sol, là, d'abord, elles prennent beaucoup de risques parce que les terroristes mettent des mines sur les chemins. Mais les moyens aériens, les mines n'ont pas d'effet sur les moyens aériens.
C'est ça qu'il faut adapter. Il faut que ça... Ce qui a marché dans le lit de lac Tchad au niveau de Bosso peut marcher à Tillabéri. Vous avez bien vu le communiqué. Il a bien précisé que c'est l'appui aérien qui a permis de neutraliser. Et il paraît que c'est un très haut commandant de Boko Haram qui a été tué dans l'attaque là. C'est-à-dire, ils ont minimisé la capacité, en tout cas de riposte de la force multinationale mixte. J'ai dit, adaptons ces forces-là, ces opérations militaires qui ont cours au niveau de la région de Tillabéri, Al-Mahaou, Dongo, Tokuba. Il faut les appuyer avec des moyens aériens. Comme l'a dit Hussein, ici, on n'a pas de moyens aériens. La région de Tillabéri, là, on ne pourra jamais gagner la guerre contre les terroristes. Là. Des terroristes qui viennent par centaines à moto. Des centaines qui viennent à moto et qui retournent avec du bétail qu'on pousse. Un bétail, le bétail, c'est pas que ça court comme ça. Non, non, non. Le bétail, c'est la patience. On les pousse petit à petit. Ils sont tranquilles. On les conduit. Mais ils savent. Mais ils savent qu'aucun avion ne viendra les bombarder. Est-ce que vous comprenez l'état d'esprit? Voilà ce qui se passe au niveau des terroristes. Les terroristes savent qu'aucun avion ne va décoller pour venir les bombarder. Voilà tout le problème. Ils sont tranquilles. Ils prennent le bétail tranquillement, ils traversent la frontière avec. Il faut donc améliorer. Non, vraiment, je veux vous dire une chose. Et mettre donc. Le talon d'Achille de notre armée aujourd'hui, c'est les moyens aériens. Et je pense que les plus hautes autorités doivent mettre l'accent sur ça. Il ne s'agit pas d'acheter des véhicules terrestres. Non. Mais l'aspect sécurité, ce n'est pas seulement au plan national. Non, parfois, il y a aussi la coopération qui joue. Oui, la coopération. Mieux vaut compter sur ses propres forces d'abord. Il faut d'abord avoir une puissance militaire. La puissance militaire du Niger, là, elle dépend des moyens que le Niger a. Est-ce que vous comprenez en termes de force terrestre, force aérienne, force navale? Bon, on n'a pas la mer, mais bon. Mais c'est ça qui fait la force militaire d'un pays. Et le côté communication aussi est extrêmement important. Parce que l'un des problèmes de notre armée, effectivement, c'est le volet communication qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous avez vu quand, par exemple, les forces rebelles ont attaqué le Tchad. Moi, j'ai vu la communication de l'armée. L'armée tchadienne, il y a une page Facebook. Il y a un site de l'armée nationale tchadienne où des vidéos de la bravoure des militaires tchadiens sont publiées pour donner de la force, du courage à la population. C'est ça qu'il faut faire. Il faut galvaniser. Non, il faut galvaniser les troupes, mais il faut donner du courage à la population. Est-ce que vous comprenez? Ce combat-là, ce n'est pas seulement les militaires. Hein. Nous qui suivons là, c'est notre combat aussi. Et nous voulons, comme l'a dit Hussein, voir des images ou des vidéos où nos militaires sont en opération. L'armée tchadienne, là, pendant tout le combat contre les rebelles, là, je vous assure, les vidéos au front, là, elle publiait. Et elle faisait des trucs, des reportages en faveur de... C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut améliorer la communication. Et en plus, quand il y a un événement qui se passe... Et donc ne pas montrer ces militaires abattus qui découragent un peu, qui sapent le moral de notre... Mais vous savez, c'est triste. Mais l'attaque qui a eu lieu au niveau de Tilia, vous savez, des militaires ont été enlevés. Qu'est-ce que les terroristes ont fait? Juste après, quand il y a eu la tentative d'évasion des 24 terroristes là, qui ont été abattus là, ils ont tué les militaires qui les tenaient avec eux. Et ils ont filmé les photos, ils ont envoyé. Ils ont fait partager. Moi, je ne dis pas que nos armées fassent la même chose. Mais j'ai dit, faisons en sorte que la communication au niveau de notre armée puisse s'améliorer pour montrer l'efficacité de notre armée. Vous savez, l'opération Takuba, l'opération Al-Mahaou, l'opération Dongo, ce sont des opérations qui sont menées de la région de Tillabéri. Mais par manque et qui ont des résultats. Mais il n'y a pas de communication par rapport à ces opérations-là. Ce sont des opérations qui engagent. Mais aussi au Niger, tout est secret. Tout est secret. Alors que, comme l'a dit Hussein, c'est une chose extrêmement importante aujourd'hui dans une guerre moderne, c'est le côté opérationnel sur le terrain, mais aussi la communication. Donc, améliore la communication. Merci. Abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse du studio Kalangou. Il s'agit de ce sommet de Paris sur le financement des économies africaines tenu le mardi 18 mai dernier à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Une rencontre visant à aider les Africains à renforcer les économies de leur pays menacés par l'asphyxie financière mondiale provoquée par cette pandémie de Covid-19. Maïmouna Diado, il faut rappeler qu'une trentaine de chefs d'État africains ont pris part à cette rencontre, dont le président nigérien Mohamed Bazoum. Quelle analyse vous suscite cette rencontre dans ce contexte où il intervient? L'économie en Afrique
c'est vraiment de libéraliser cette économie. Ça veut dire de laisser libre champ à nos pays africains, d'être vraiment d'être libres, quoi, et économiquement, de faire leurs transactions comme ça se doit. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, on a comme l'impression, c'est vrai, le sous-sol en Afrique, le sous-sol africain est riche. On n'a pas besoin, peut-être c'est parce que tout simplement, on a de l'autre côté, on n'arrive pas à gérer nous-mêmes notre propre ressource, les ressources que nous avons, qu'on est obligé aujourd'hui de se soumettre à une France qui veut aider les Africains. Mais en contrepartie, qu'est-ce que la France attend de ces Africains? C'est ça, parce que la France ne peut pas donner aujourd'hui de l'argent et ne pas attendre grand-chose de ces Africains. Donc je me dis que vraiment, on parle de Covid-19, on veut rétablir l'économie en Afrique, mais rétablissons d'abord la sécurité en Afrique, c'est encore mieux. Il y a eu des appels, donc il y a eu en particulier un appel en faveur d'une allocation générale de droits de tirage, DTS, du FMI d'un montant de 650 milliards de dollars, dont près de 33 milliards de dollars destinés à augmenter les avoirs de réserve pour les pays africains. Certains chefs d'État africains ont estimé même que c'est insuffisant. Hussein Issa, selon vous, quels sont les enjeux par rapport à cette rencontre et en particulier pour la participation du Niger? Ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Ça fait 60 ans qu'on a des ressources que ces gens viennent exploiter. On doit pouvoir créer les conditions. La France va créer les conditions. Non, relancer les économies. La France même est confrontée à des problèmes économiques aujourd'hui avec Covid et tout. Quand moi, il peut appeler une trentaine de chefs d'État, c'est toujours la France-Afrique qu'on vous appelle pour vous dire, bon voilà, faites ceci, faites cela. Non, il faut que les gens prennent conscience que le développement, c'est d'abord dans la tête. Qu'est-ce que je veux? Comment je peux obtenir ça? Avec mes ressources propres, comment je peux créer les conditions pour que mes ressources-là me permettent de me développer? Aujourd'hui, la France a quoi? C'est nos ressources qu'ils exploitent. C'est ça qui fait tourner l'industrie. Café, cacao, uranium. Alors, ils vont vous réunir, chef d'État, et puis ils vont aller s'asseoir là-bas. Macron va venir leur dire, bon, nous, droit de tirage spéciaux, ça correspond à quoi? Ça va renflouer les économies de quel pays? Il faut qu'on arrête. Ça fait 60 ans aujourd'hui, ça fait combien d'années? Est-ce qu'on doit continuer? L'école est délicat. La santé, rien. Comment on appelle ça? Sécurité sociale, rien. Et on va aller directement s'asseoir devant Macron. C'est maintenant lui, il va réfléchir. Bon, voilà ce qu'on va faire pour que vous développiez. Vous développez vos économies. Pendant qu'ils sont là, on est en train de négocier avec tous ceux qui ont comme armement, matériel et tout. De développer nos économies, développer nos pays. Regarde tous ces gens de l'Anzourou qui sont venus là. S'ils ne retournent pas là, qui va les nourrir? On va leur donner sac de 1000 ou sac 50 kilos de riz, un bidon de 4 litres d'huile ou 20 litres d'huile par 4 ou 5 familles. Ça va les tenir pendant combien de temps? C'est des greniers qu'on a brûlés. Qu'on crée les conditions pour que dans ces localités-là, dans les pays en profondeur, que les gens puissent, parce que c'est ça l'enjeu le plus important, développer, que ces zones-là, ce ne soient pas des zones abandonnées. Tout le problème de nos pays réside dans la malgouvernance. Et on ne sait pas comment négocier avec eux. On va vous mettre dans des accords que vous n'arrivez pas à vous libérer. Ils prennent vos ressources, ils en font ce qu'ils veulent. Je vais te raconter juste. J'étais contemporain au moment où ça s'est passé. Avec Mitterrand, quand Sankara était arrivé au pouvoir. L'ancien président français. Sankara. Il y a eu un bruit avec la France et le Burkina produisait du haricot vert en quantité qu'il conditionnait dans des cartons. Quand il y a eu la bruit, il y a eu une rupture. Pratiquement toute la production était destinée en tout cas, vers la France. Mitterrand avait dit que non. À cause de la bruit, là, il dit, bon, ça ne va pas chômer. Les paysans, là, ne vont pas perdre. On conditionnait. Et on a comptabilisé, on a calculé qui sont les fonctionnaires, aussi bien de la fonction publique que dans le privé. On a conditionné les cartons. Tu es fonctionnaire, cadre, un responsable, machin, on t'amène 10 cartons. Les gens ont commencé à bouder, ils disent, si tu ne manges pas, donne à tes animaux. Au moins, c'est le main.
Ça change leur quotidien. Si tu ne manges pas le haricot vert, les animaux, ça n'a pas tenu 2 ans, ils sont obligés de revenir acheter. Est-ce qu'on aide nos paysans dans ce sens? Est-ce qu'on crée les conditions? Quand on dit on met ce système en place, c'est des systèmes souvent qu'on met en place pour aider plus des commerçants, des opérateurs économiques, les histoires d'engrais et tout et tout. Les paysans, à la base, les petits paysans, les petits producteurs, ils ne voient pas ça. Mais c'est les chefs d'État qui parlent en fait. C'est que souvent, ils cherchent des devises. Des devises quoi? Des devises pour s'enrichir eux-mêmes. S'il te plaît. Est-ce qu'on a besoin d'être là encore, après 60 à aujourd'hui, en train d'aller demander au pays, à la France, il faut nous aider pour s'il te plaît, quelqu'un peut te développer. Amadou, nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum de la presse de Studio Kalangu. On a constaté quand même des impacts, y compris au Niger. On a vu qu'il y a eu des activités quand même qui avaient tourné au ralenti. Il y a eu des périodes de couvre-feu. Oui, beaucoup d'activités commerciales quand même, on avait constaté d'impact. Oui, on se rappelle avec les frais d'électricité et tout ça, il y a eu des décisions. Oui, selon vous, est-ce qu'il fallait réellement faire cette rencontre? Est-ce qu'elle est bénéfique pour le continent? Il y a quelque chose qui me dit que cette rencontre-là a été importante. Quand j'ai vu des dirigeants d'Afrique francophone, d'Afrique anglophone, d'Afrique lusophone partir là-bas, je me suis dit que cette réunion-là a été importante. Oui. Quand j'ai vu Paul Kagame partir là-bas, je me suis dit que c'est important cette réunion-là. Vu les relations entre la France et le Rwanda, je me suis dit que cette réunion-là est importante. Et moi, j'ai eu la chance hier de lire le communiqué final de cette réunion-là. Effectivement, toutes les dimensions, même la dimension sécuritaire dont parle Memouna, a été prise en compte. La dimension de la lutte contre le terrorisme pour permettre qu'elle ait plus d'efficacité. Cela dit, ce serait bien quand même, parce que les puissances impérialistes sont aussi celles qui sont en train de profiter des ressources des pays qu'ils ont. Donc ce serait bien que ces pays occidentaux aident le continent à profiter de ces ressources. On vous a bien compris, nous sommes à la fin de ce forum. Merci beaucoup. On vous a bien compris. Rappelons d'ailleurs qu'au niveau de ce sommet, il n'y a pas eu de décision, il n'y a eu que des propositions. En tout cas, c'est des engagements bien sûr, et on a appelé tous les acteurs, organisations internationales présentes ainsi que responsables politiques à s'engager pleinement pour une relance effective des économies africaines qui, selon la rencontre, a été fragilisée après 25 ans de développement continu par cette pandémie que nous avons enregistrée. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu. Nous disons merci à nos invités, Ousseini Issa, journaliste indépendant, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Maïmoune Gado, journaliste indépendante également. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de nos télévisions et radios partenaires pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa, et dimanche à la même heure, le forum en Zarma. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.